Faire un signe sur le... Ah oui, pardon, les badges, j'ai oublié d'enlever le mien, évidemment. Hop. Voilà. On ne voit pas par terre, c'est une bonne nouvelle. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Allô? Je peux commencer? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphanie Morisset, je travaille à la métropole du Grand Paris. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence dédiée à la ville de demain, notamment sur les collaborations grands groupes, sur les collaborations collectivités, start-up et jeunes structures de l'ESS. C'est une conférence qui s'inscrit dans une série d'ateliers que la métropole du Grand Paris a co-organisé avec la French Tech Grand Paris sur ce sujet de la collaboration entre les collectivités, communes, EPCI tels que la métropole et les jeunes acteurs de l'innovation. À mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Lemoine, vice-président de la métropole en charge de l'économie circulaire, sociale et solidaire et collaborative. Isabelle Pellissier du Rossas d'Ecoder, vous allez nous présenter dans un instant vos fonctions, et Victor Rothenauer de la start-up Photonauer. Première question pour vous, Monsieur Lemoine. On s'adresse donc à un public de start-up ici à Vivatech et d'élus. Est-ce que vous pourriez nous rappeler vos mandats et vos fonctions? J'ai la chance d'être maire de Montfermeil depuis une vingtaine d'années, puis depuis 2 ans de présider le territoire Grand Paris Grand Est, c'est-à-dire territoire de 14 communes, 400 000 habitants, Montfermeil faisant 28 000 habitants, et depuis quasiment la création de la métropole, être en charge de l'économie circulaire, sociale et solidaire en qualité de vice-président. Donc, par rapport à la discussion qui nous attend, 3 étages de collectivité et qui, à mon avis, s'abordent de manière assez différente. Et je m'adresse plutôt déjà aux startups pour savoir qu'il y a un art pour nous aborder. Et donc, dans votre mandat, vous associez économie circulaire et économie sociale et solidaire. Ce n'est pas le cas partout. Pourquoi? Alors, c'était il y a à peu près 1 an au Grand Paris Circulaire qu'il nous a paru utile, voire nécessaire, d'associer très étroitement économie circulaire, sociale et solidaire. Pourquoi? L'économie circulaire peut très rapidement se noyer dans la technique. C'est passionnant. Je pense qu'ici, nous sommes environnés de cette dernière et elle permet des prouesses. Je voudrais être sûr que ces prouesses sont toujours au service de l'homme. Et en tant que maire, c'est vraiment, on est proche de nos populations et on fait attention à ça. Et donc l'économie sociale et solidaire, la mettre à côté de l'économie circulaire, c'est un peu une corde de rappel, un élastique de rappel, pour être sûr qu'on ne se trompe pas et on ne s'égare pas dans la technique. Elle peut être au service, mais toujours au service, je dirais, du service rendu à nos populations. Merci pour ces précisions. Alors, vous avez donc plusieurs casquettes, mais là, je vais m'adresser au maire, qui s'adresse ici à des startups et à des jeunes structures innovantes de l'ESS. Est-ce que vous pourriez expliquer aux startups qui nous regardent comment une collectivité résonne en matière d'achat, notamment en matière d'achat innovant? On a souvent des réflexions ou pas des reproches, mais des réserves sur, voilà, on a une start-up, c'est plus facile d'aller travailler avec un grand groupe que d'aller travailler avec une commune. C'est difficile, la commande publique c'est contraignant, on n'y arrive pas, aidez-nous. J'accepte parfaitement ce constat, voire ce jugement. Il faut d'abord savoir qu'une collectivité locale, quelle qu'elle soit, c'est un double pouvoir. Certes, il y a le pouvoir politique, mais il y a également le pouvoir administratif. Acte 1. Acte 2, les services sont plutôt chargés de protéger les élus, de protéger le maire pour une mairie. Et donc, c'est le moindre risque possible parce qu'on a un contrôle de légalité souvent tatillon, mais c'est son rôle. On a des recours faciles et les sanctions, lorsque sur les marchés publics on se fait rattraper, sont très lourdes. Et donc, c'est sécurité absolue. Mais c'est sécurité juridique, c'est sécurité technique. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas compris qu'il y a un pouvoir politique qui peut être intéressé par un produit, par une entreprise, mais que derrière, ce sera vraisemblablement l'administration qui orientera dans le cahier des charges, dans les prises de décision, cette dernière. Bon,
Donc il faut pouvoir rassurer ces deux échelons et bien les identifier chacun pour ce qui les concerne. Et puis j'aurais dû commencer par cela. Sur ce qui concerne l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire, alors moins pour cette dernière, mais surtout pour l'économie circulaire, le degré de connaissance de ce qu'elle est, de ce qu'elle apporte, est très divers. Vous êtes sur une grande ville, vous avez des ingénieurs ou des élus très entreprenants sur ce domaine, et on le voit dans le territoire, il y en a qui sont extrêmement avancés, et sur d'autres, beaucoup moins. Donc déjà, et ce sera un des rôles de la métropole, c'est d'essayer de partager le plus communément possible cette culture. Et donc il y a encore souvent, trop souvent, je dirais, à familiariser les élus, voire les services, et en sachant que dans la métropole, la plus petite ville fait 4000 habitants et la plus grande fait 110 000. Donc vous voyez aussi le niveau d'ingénierie que l'on peut avoir ou pas dans ces communes. Donc voilà, c'est juste pour dire la grande disparité dans laquelle nous sommes et qui peut être un obstacle pour les entreprises, en tout cas les startups. Merci beaucoup. Une des choses qui intéresse beaucoup les startups qui nous regardent, c'est comment une collectivité repère les jeunes entreprises innovantes avec lesquelles elle souhaite travailler. Comment est-ce que vous procédez, d'ailleurs qu'il s'agisse d'un acteur innovant ou pas, comment est-ce que vous repérez, vous en tant qu'élu ou bien vos collègues ou les agents dans les services, repèrent les futurs prestataires de vos marchés? C'est toute la question. Si véritablement vous avez un élu et un technicien, on va dire, donc le politique et l'administratif, qui sont curieux et documentés, ils pourront, je dirais, se frayer un chemin dans le labyrinthe, je dirais, de ce qui existe. Autrement, très honnêtement, je prends les catalogues habituels que nos services ont l'habitude de consulter, je prends les revues habituelles et traditionnelles auxquelles nous sommes abonnés. C'est dans l'habitude, c'est dans la reproduction, ça marche, c'est bon, c'est solide, c'est robuste, voilà, tout le monde fait ça. Si nous ne sommes pas aidés, ou si certaines villes ne sont pas aidées, comme on l'a fait pour l'économie sociale et solidaire avec l'atlas métropolitain de cette dernière, avec tous les acteurs, eh bien, à un moment donné, voilà, il faut, me semble-t-il, aider les élus à se retrouver dans cette jungle des startups, parce que pour nous, c'est une jungle, pourquoi ? D'abord parce que c'est foisonnant. Parce que, je dirais, une idée en entraîne tout de suite une seconde qui crée une troisième start-up qui en engendre une quatrième et la cinquième suit dans les 3 jours qui suivent. Et donc, on a perdu le fil. Et nous, on est sur le temps long, on est sur des investissements longs, on est sur des services rendus dans la durée. Et donc, est-ce que le partenaire qui nous a séduit ou qui pourrait nous intéresser, est-ce que demain je le retrouve? Ou est-ce que je vais passer par une multitude de changements de raison sociale ou même de disparition de l'entreprise, ce qui pour nous est une gêne, un risque de rupture du service rendu, etc. Donc on va à la sécurité. Ça se comprend tout à fait. Donc c'est aussi le but de ces ateliers, c'est de mettre en lumière les pierres d'achoppement, les écueils que vous avez les uns les autres à collaborer. Donc je me suis adressée au maire, je souhaiterais maintenant m'adresser au vice-président de la métropole. Concrètement, que fait la métropole aujourd'hui ou dans le passé en matière de collaboration avec les startups? Alors pour bien comprendre ce que fait et ce que peut faire la métropole de Grand Paris en la matière, comme le dit le président Patrick Ollier, cette métropole, elle est faite de maires, par les maires et pour les maires. Et donc, la métropole est capable d'agréger dans ses services ou dans les partenariats qu'elle développe une ingénierie qu'aucune ville, à elle seule, pourrait s'offrir. Et donc, à ce moment-là, elle peut jouer le rôle de tiers de confiance. Alors, elle a des actions propres quand on lui confie, par exemple, la construction du centre nautique olympique. Bon, bah là, elle essaye de repérer des startups pour le réemploi de tous les matériaux de déconstruction qui ont procédé de l'ancien site industriel qui était en lieu et place de cette future piscine. Et 90% de la matière détruite a été réutilisée à travers toute la France. Et c'est grâce à une start-up, avec l'aide de start-up, que nous sommes parvenus. Et puis, de manière indirecte, on peut faire appel à une autre start-up qui, à partir de la collecte des bouchons dans les écoles de la Seine-Saint-Denis, refait le mobilier ou fera le mobilier qui viendra habiller ce centre nautique. Et puis, il y a toute la question indirecte, et c'est là que la métropole a beaucoup de puissance, puisqu'elle n'a pas une stratégie forcément de puissance, mais d'influence, car étant faite par les 131 maires
et finalement les 11 territoires qui sont des regroupements de communes, eh bien, ce tiers de confiance peut documenter la réflexion et la décision des villes. Et c'est ce que nous faisons à travers l'initiative Inventons la métropole, qui est la plus belle opération de développement urbain d'Europe de ces dernières années, en y incluant nos clauses d'économie circulaire, sociale et solidaire, à travers le fonds d'investissement métropolitain. Et je dirais, voilà. Et là, c'est une stratégie d'influence, mais en même temps, on documente, on accompagne, on sécurise, et on reviendra tout à l'heure sur un autre programme emblématique, qui est le programme Achat, et qui a aussi toute sa raison d'être. Merci beaucoup. Donc retenez bien, Startup, on peut collaborer avec la métropole en direct, mais aussi en indirect via des groupements dans des appels d'offres plus larges. Il serait temps de donner la parole aux acteurs de l'innovation maintenant. Isabelle Pellissier du Rosas, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Ecoder. Expliquez-nous un petit peu cette structure, ce que vous y faites et vos collaborations avec les collectivités, si vous en avez déjà eu. Oui, tout à fait. Ecoder, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Et on est une association qui fonctionne comme une entreprise, étant donné qu'on est en fait un groupe en gestion associative qui détient diverses entreprises. On se demandait tout à l'heure quelle est la différence entre l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Il se trouve qu'on est en fait à la croisée des deux, parce que notre métier économique, notre activité, c'est le reconditionnement informatique. Donc on collecte des parcs informatiques de collectivités et d'entreprises, on les reconditionne et on les met à disposition d'un consommateur final qui peut être une collectivité à nouveau, une entreprise ou un particulier. Ça, c'est notre métier. Et notre métier, c'est de l'économie circulaire. Notre ADN social, c'est qu'aujourd'hui, chez Ecoder, on est 170 et 80% de mes collègues sont des personnes en situation de handicap ou des personnes qui suivent un parcours d'insertion. Et donc, en fait, par cet ADN social, depuis notre création en 2004, on a l'habitude de travailler avec les pouvoirs publics. On est en dialogue permanent sur ce volet social avec des acteurs publics. Et on apprend depuis plusieurs années déjà à travailler ensemble sur la partie économie circulaire. On a été plutôt pionniers sur certains sujets. Notamment, on a travaillé avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine pour faire une boucle vertueuse de reprise de parcs, reconditionnement par Ecoder et distribution de matériel à des collégiens. On a travaillé en Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'opération Quartier solidaire. On travaille côté collecte avec le ministère des Armées. Et depuis 2020, on a un énorme atout pour travailler avec des collectivités qui est la loi AGEC, la loi sur l'économie circulaire, qui demande aux collectivités d'inclure 20% de matériel reconditionné dans tous leurs achats informatiques. On a travaillé dans ce cadre-là avec le conseil départemental du territoire de Belfort, dans l'Est, pour un équipement initial de 400 machines. Et puis cette année aussi avec la mairie de Champigny, un petit peu plus proche de nous ici, donc qui pour l'instant s'est fourni chez nous d'à peu près 700 ordinateurs pour équiper différents types d'acteurs sur la commune. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que d'une part, collaborer avec des collectivités, c'est possible. Et sur le sujet particulier du reconditionnement informatique, les collectivités peuvent avoir un a priori en disant on va pas avoir, c'est pas possible de se fournir sur des gros parcs, c'est que pour des tout petits volumes. Et donc c'est un a priori faux. Oui, exactement. C'est possible, c'est souhaitable et c'est même maintenant une obligation légale depuis la loi AGEC. Nous, ce qu'on observe sur ce marché, c'est que je dis qu'on l'observe, c'est aussi ce que nous dit une étude que je relisais avant de venir ici à Vivatech, qui est que le premier frein pour travailler ensemble, une petite structure comme nous, un acteur de l'ESS et une collectivité, c'est un frein de connaissance mutuelle, un frein de connaissance notamment pour nous des procédures administratives qui sont les bonnes, pour pouvoir aussi, on l'a vu en travaillant ensemble notamment, s'informer mutuellement pour trouver les bons procédés, les bonnes manières de faire. Est-ce qu'on passe par une centrale d'achat, par un marché public? Est-ce qu'on est en dessous du seuil de commande des marchés publics, etc. Et puis, du côté de l'acheteur, l'impression que j'ai, c'est, comme vous le disiez, Monsieur Lemoine, un sujet de confiance dans l'acteur qu'il a en face de lui. Est-ce que cette personne, quand je signe un marché pour 4 ans avec le ministère des Armées, si je suis l'acheteur du ministère des Armées, j'espère que dans 4 ans, Ecoder sera toujours là. Et donc, il y a un sujet d'identification des acteurs, de confiance. Ça, c'est sur la structure en tant que telle. Et ensuite, on a un sujet de confiance sur le modèle même du reconditionné. Comme vous le disiez, oui, on est capable de fournir des parcs homogènes.
parce qu'on se fournit auprès d'acteurs en collecte qui de plus en plus nous fournissent qui sont des grandes collectivités, des grandes structures, donc qui nous fournissent un certain type de modèle dans des certains volumes. Et tout le matériel qui sort de chez nous est garanti 1 an avec un niveau de SAV qui est celui d'un constructeur, avec une qualité de service qui fait que le reconditionné est acceptable pour des administrés, pour les collèges, pour les agents territoriaux qui utilisent nos matériels. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, convaincre par l'exemple, c'est bien. Et je crois que vous avez poussé le bouchon encore un peu plus loin dans la connaissance mutuelle, dans la formation, entre guillemets, des collectivités à l'achat de matériel reconditionné. Vous avez publié un guide. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Dans ce sujet de connaissance mutuelle, on a identifié notamment à la suite de la loi AGEC que un certain nombre d'acheteurs dans des collectivités se trouvaient en face de la contrainte de la loi AGEC, voulaient la respecter, mais n'avaient pas la connaissance pour le faire. Notamment, pour prendre un exemple concret, ce qui détermine en grande partie la performance d'un ordinateur, c'est la génération de son processeur. On sort une génération par an. En 2022, on est à la 12e génération et un ordinateur a un cycle de vie minimum de 3 ans. Donc si en 2022, vous demandez dans un appel d'offres reconditionné un ordinateur de 10e génération, aucun reconditionneur ne pourra vous répondre. C'est une des choses qu'on a mises dans ce guide des bonnes pratiques, qui est un guide qui est à destination de toutes les collectivités qui pourront y trouver un intérêt, qui permet de se dire comment faire pour répondre à cette demande de la loi AGEC, comment est-ce que je peux construire mon appel d'offres pour arriver à ces 20% de reconditionnés, qu'est-ce que je peux demander à un reconditionneur. Et ce guide, en fait, c'est la formalisation de très nombreux échanges qu'on a eus avec des collectivités. Nous, notre métier, c'est évidemment de répondre à l'appel d'offres une fois qu'il est paru. C'est aussi d'informer les acheteurs, parce on existe depuis 18 ans, on a une expérience assez longue à la fois technique sur ce qu'on vend, on connaît les constructeurs, on connaît les bons modèles, chaque constructeur a eu ses ratés, etc. Et puis, on commence à avoir une expérience qui, bien sûr, peut encore être largement approfondie, de la commande publique. Et en alliant les deux, on sort ce guide des bonnes pratiques pour permettre aux collectivités d'inclure 20% de reconditionnés dans leurs achats, comme le demande la loi AGEC. Merci beaucoup. C'est une initiative intéressante. Est-ce que c'est une pratique que vous recommanderiez à d'autres startups ou acteurs de l'ESS, cette démarche pédagogique à l'attention des acheteurs publics? La première pratique que je recommanderais, c'est de se parler, pour une start-up, pour un acteur innovant ou qui est sur un secteur de niche, comme l'est aujourd'hui le reconditionnement, c'est de se faire connaître des acheteurs et d'être d'abord dans cette démarche de dialogue. On n'y arrivera pas si on construit pas les choses ensemble. Et la deuxième chose, c'est de formaliser, d'avoir, comme vous le dites, cette démarche de pédagogie, c'est-à-dire de reconnaître que moi, le reconditionné, j'y pense tous les jours, c'est mon métier. Je ne vous l'ai pas dit en présentant, mais je suis directrice commerciale de l'entreprise. C'est de me souvenir que ce que je sais, en fait, je l'ai appris en arrivant chez Ecoder il y a 1 an et demi, que c'est pas évident, que c'est un secteur technique et que je ne peux pas attendre d'un acheteur qui gère peut-être des sujets très différents dans une même année qu'il sache tout ça. Et donc de se mettre à la place de celui qui ne sait pas, ça oblige aussi de remettre à plat les conditions dans lesquelles on travaille. Ça crée aussi pour la start-up, l'acteur ESS qui fait ça, ça oblige à réaliser certaines choses en interne, à se poser des questions. Ça peut que faire progresser la connaissance interne et les relations avec les collectivités sur ce sujet. Super, merci beaucoup. Je m'adresse maintenant à Victor Rothenauer de la startup Photonauer. Victor Rothenauer, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que fait votre startup? Bonjour à tous, donc on est ravis d'être ici sur cette table ronde avec ces acteurs si intéressants. Photonauer est une société qui a 8 ans d'existence, que j'ai créée et que je préside, spécialiste de reconnaissance d'images. Depuis 5 ans, on s'intéresse à des problématiques industrielles. Alors, on a aussi un pôle monde du vivant avec des partenariats avec le CNRS et d'autres acteurs académiques. Et le pôle principal sur lequel on travaille, c'est la gestion des déchets. C'est un marché sur lequel on est leader, en France en tout cas et en Allemagne. Pour faire simple, il s'agit de caméras dites intelligentes pour aider les centres de tri à mieux trier les déchets, mieux revaloriser la matière. La loi AGEC a aussi fait certains appels d'air pour nous sur d'autres segments que ceux indiqués par Madame.
Voilà, et donc on a eu la chance de pouvoir répondre à des appels d'offres aussi bien privés que publics, et notamment en pré-collecte sur ce qui s'appelle les dépôts sauvages. C'est-à-dire? Donc on a travaillé avec la mairie de Paris sur leur base de données dans ma rue pour pouvoir essayer d'automatiser la détection des dépôts sauvages. On a aussi eu l'occasion de faire des ateliers à plusieurs avec notamment la préfecture de police. Parce que donc si techniquement, Photoneur sera tout à fait capable et aussi bien juridiquement d'installer des caméras dans la rue pour pouvoir traiter des problèmes de dépôt sauvage, ça aurait un coût démesuré, surtout sachant qu'il existe déjà le plan de vidéoprotection de la ville de Paris. Alors, une des problématiques, c'est que le plan de vidéoprotection de la ville de Paris est là pour répondre à des enjeux régaliens, la sécurité d'une part, la circulation, qui clairement n'ont pas à être traités par le privé. Mais par contre, ces données peuvent aussi être exploitées pour améliorer l'espace public et le service rendu aux administrés. Donc, appel d'offres avec le public, ça s'est passé comment? Alors, actuellement, il n'y a pas encore d'appel d'offres sur ce sujet-là précis. Mes interlocuteurs à la préfecture de police m'indiquent que c'est en train d'évoluer, que la mairie de Paris va commencer à participer au financement du PVPP, dont le plan de vidéoprotection de la ville de Paris, c'est-à-dire la gestion des quelques milliers de caméras déployées à Paris et dans la petite couronne. Je ne pense pas que ça aille jusqu'à Montfermeil, à ma connaissance. Et donc, nous, on a pu remporter des appels d'offres sur des expérimentations, d'une part par le biais des acteurs de l'innovation de Paris Co notamment, pour pouvoir tester nos algorithmes sur les données de la mairie de Paris, provenant de l'application Dans ma rue, comme je l'ai cité précédemment. On a aussi un contrat avec le SICTOM qui gère les déchets, pour utiliser nos technologies et nos services. Je dirais que pour comparer les appels d'offres privés et publics, les deux présentent des difficultés pour les startups. Alors, dans le public, il y a tout, ce qu'on appelle vulgairement le millefeuille administratif. Donc on ne sait pas forcément à quels acteurs s'adresser. En même temps, ça fait une diversité d'interlocuteurs en fonction de la maturité du projet. On peut aller parler à l'un ou à l'autre de manière efficace. Alors, j'ai été assez convaincu par le discours de M. Lemoine sur le service à l'homme. Et je pense que les startups qui s'intéressent à la transition écologique en particulier cherchent à rendre des services à la collectivité. Donc naturellement, il y a un bien commun à servir. Maintenant, dans le privé, les appels d'offres sont moins structurés dans le privé, ce qui cause aussi des frustrations, c'est-à-dire qu'ils vont être plus facilement annulés, reportés, décalés, négociés de gré à gré. Tandis que dans le public, les choses sont carrées, ce qui cause aussi des frustrations, mais le jeu est un petit peu plus clair quelque part. Donc, si vous aviez des recommandations à faire à vos homologues startups sur la collaboration avec les collectivités, allez-y. Alors, moi j'ai mon expérience, j'espère qu'elle peut me permettre d'en déduire certaines recommandations, avec un peu d'humilité. Je pense que c'est très important d'être dans les systèmes de l'innovation publique, parce que c'est là où en fait les acteurs publics vont essayer d'aller piocher et finalement là-dessus, je pense qu'on a quand même beaucoup de chance à Paris, en région parisienne, on nous tire quelque part. On a même, tous ceux qui viennent nous chercher ne sont pas toujours parfaitement pertinents. Il faut savoir faire la part des choses entre ceux qui vont essayer de nous pousser dans un sens très particulier, juste pour leurs besoins précis, qui ne seraient pas généralisables, mais en même temps, souvent, ça va être des besoins qui vont être réplicables. Et donc là, c'est très important d'écouter ce que demandent les acteurs publics. Donc ça vous permet aussi de financer des innovations que vous pourrez ensuite proposer à d'autres clients, collectivités ou privés, c'est ça? Voilà, exactement.
Donc ça, c'est aussi un avantage de travailler avec le public dans les services algorithmiques et big data sur lesquels nous travaillons. C'est-à-dire que la propriété, donc il y a des enjeux de vie privée qui sont bien sûr très importants et de toute façon aussi pour les groupes privés qui vont opérer en France. Mais par contre, les groupes privés qui vont opérer en France vont faire plus attention à la propriété intellectuelle des données. Les algorithmes qu'on peut construire sur les données provenant de la mairie de Paris, si on permet à la mairie de Draguignan ou de Montfermeil d'en profiter, la mairie de Paris n'aura aucun perte de manque à gagner comme pourrait avoir un grand groupe. Très bien, donc un argument supplémentaire en faveur de la collaboration entre les startups et les collectivités. Tout à fait. Merci beaucoup. Je souhaiterais maintenant m'adresser au vice-président de la métropole du Grand Paris. Et vous nous avez présenté il y a quelques instants comment la métropole a elle-même travaillé avec des startups, mais je crois que la métropole également accompagne les communes et les territoires de la métropole à travailler avec ces startups. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Quelques exemples à travers le programme notamment qui s'appelle Innover dans la ville, où on facilite à certaines villes, notamment par exemple la ville de Montreuil, dans l'expérimentation. Il s'agit du rétrofit des scooters micro, qui passent du thermique en électrique. Bon, et puis ensuite, peut-être d'autres villes seront à même de s'intéresser à cette expérimentation, une ville ayant essuyé les plâtres, ayant été aidée par la métropole, et ensuite, ce qu'on cherche derrière, c'est la réplication. Et puis, il y a ce fameux programme achat dont je vous parlais tout à l'heure, qui consiste à accompagner dans la rédaction des cahiers des charges, sur le plan juridique et sur le plan technique, que la structuration du marché, notamment par les allotissements, puisse se faire de manière intelligente pour le rendre accessible. Non pas pour le réserver à, mais pour le rendre accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand bien même aurions-nous fait cela, si nous n'avons pas identifié en amont quels étaient les acteurs susceptibles de répondre à ces appels d'offres, nous aurions raté une étape de cela. Et donc, c'est l'identification des acteurs potentiels. Et je peux vous dire, pour faire actuellement une école très particulière sur ma ville et avoir justement rédigé comme il le fallait, je pense, le cahier des charges, souvent on se heurte à mais qui va répondre, voilà, un vrai sujet. Donc deuxième sujet, c'est documenter l'offre capable de répondre. Et puis troisième sujet, mais on l'a vu tout à l'heure, c'est nous-mêmes, métropole, apporter une formation aux entreprises, aux startups, pour les outiller afin de leur permettre de mieux répondre, plus facilement répondre au marché public. Vous le disiez tout à l'heure, c'est carré, mais c'est quand même sacrément carré quand on y pense. Et c'est pas en allant en simplifiant, et enfin on pourrait faire 2 heures de démission sur les marchés publics. Donc également, voilà, donc comment rédiger le cahier des charges, comment s'assurer qu'en face il y aura du répondant, et comment ce répondant sera lui-même formé, non pas sur sa technique, il la possède, mais sur sa capacité à répondre à des choses extrêmement carrées, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est le programme achat et qui se développe très rapidement désormais dans nos collectivités. Et nous commençons cette année à former les acteurs susceptibles de répondre. Je pense que comme cela, la chaîne vertueuse est enclenchée. Merci beaucoup. Donc, par exemple, Ecoder, Photonhour, vous seriez prêt à participer à des modules de formation pour répondre aux appels d'offres, ou vous, c'est déjà sur les rails et vous avez passé ce stade? Participons régulièrement, donc oui. Très bien. Je pense que pour nous, ça serait clé. Ce qu'on sait faire sur le sujet, on l'a appris en faisant, en suivant éventuellement un webinaire il y a 3-4 ans. Ça permet aussi de former des nouvelles personnes dans les équipes sur le sujet, d'être à jour, de valider notre état de l'art sur le sujet. Le temps que prend, dans une entreprise de la taille de la nôtre, le temps passé chaque année à répondre à des appels d'offres, c'est un temps considérable de notre activité, avec parfois des réussites derrière, et puis parfois non, c'est le jeu évidemment, mais autant être bien formé pour ce jeu-là. Je conçois. Du coup, est-ce que vous avez des frustrations, par exemple, des fois, quand vous voyez un marché qui est publié,
et qui exclut, par exemple, des entreprises de l'informatique reconditionnée parce que voilà, les modèles demandés sont des références extrêmement précises ou trop récents. Est-ce qu'ensuite vous avez la démarche d'aller voir les collectivités pour les former, entre guillemets, ou vous leur envoyez discrètement votre guide de bonne pratique? Il nous est arrivé dans la discussion avec une collectivité, après la parution d'un appel d'offres, d'expliquer pourquoi on n'était pas capable de répondre. Par ailleurs, c'est pas Ecoder qui n'était pas capable de répondre, mais le marché du reconditionnement en général. Et donc l'appel d'offres a été annulé, réécrit et republié, même sur des petits sujets, hein, enfin, une commune ou une communauté de communes. Et donc là, je pense qu'il y a eu un apprentissage mutuel. Et, il nous arrive en effet d'avoir des fortes frustrations quand on voit un marché qui n'identifie pas clairement le sujet du reconditionné. Ça veut dire qu'on nous demande de nous battre à armes égales avec des distributeurs de neuf et qu'on ne mettra pas qu'on ne reconnaît pas la valeur spécifique qu'apporte d'une part le reconditionné et d'autre part le reconditionné en France, ce qui est un terme qui est maintenant encadré par le Code du commerce. Reconditionné en France, c'est dans le cas d'Ecoder, c'est créer des emplois pour des personnes fragiles qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent chez nous parce que ce qu'on appelle le milieu ordinaire n'a pas trouvé de place pour eux ou pas encore, et on y travaille. C'est créer des emplois qui, par définition, sont locaux et c'est approfondir l'impact écologique du reconditionné. Reconditionner, c'est, en termes écologiques, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour réduire l'impact carbone d'un parc, puisque 80% de l'impact carbone est dans la fabrication, dans les matières premières, etc. Mais si vous faites reconditionner cette machine à 1000, 2000 km de son lieu de première utilisation, vous alourdissez un peu plus la balance carbone. Et donc, le reconditionné en France a une valeur énorme, une valeur en termes d'emploi, une valeur écologique et je pense une valeur en termes d'intérêt général. Et c'est là qu'on se retrouve en termes d'intérêt, en termes de ce qui nous anime au quotidien avec les collectivités. Et c'est pour ça que, par exemple, dans un appel d'offres, faire un lot qui mentionne dans le titre du lot matériel reconditionné et encore mieux reconditionné en France, pour un acteur comme nous, ça fait toute la différence. Merci pour ces précisions. Je rappelle effectivement que la métropole est à la disposition des communes et des territoires de la métropole pour vous accompagner justement sur la rédaction des marchés reconditionnés, identification d'acteurs locaux. Il y a Ecoder bien sûr, mais il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à nous venir nous voir pour plus de précisions. Vous aviez peut-être une réaction, Monsieur Lemoine, sur le développement économique local, sur le potentiel de création d'emplois, d'économie circulaire sur un territoire comme Montfermeil ou comme sur le territoire de la métropole? Pas de réaction directe à cela, mais une réaction à la création de votre guide pratique. Je pense qu'on devrait pouvoir organiser ou tenter d'organiser le forum des guides pratiques. Nous-mêmes, en avons édité un, c'est les 10 étapes de l'achat circulaire. Vous avez dans votre partie très spécifique, mais combien de communes l'ont-elles reçu, ce guide? Je n'en sais rien. Il y a peut-être intérêt voilà, pour d'abord donner des idées et rassurer. Et en n'oubliant pas, mais ça va anticiper peut-être sur ce que j'aurais eu à dire tout à l'heure, si le politique est convaincu, le technique n'est pas forcément convaincu dans une commune, et inversement. Et donc, il faut toujours s'assurer, pour avoir une bonne chance d'aboutissement dans la décision, que les deux échelons, l'administratif et le politique, soient bien raccords, chacun avec l'un sa sécurité juridique, sa sécurité technique, l'autre avec sa dimension politique, avec l'envie d'innover, mais avec des services qui sont peut-être pas sur la même longueur d'onde. Ça, j'attire l'attention là-dessus. Donc peut-être un forum des guides pratiques à étudier. Et donc, est-ce que vous auriez d'autres recommandations pour les startups pour se faire repérer? Parce que vous dites qu'il faut se faire repérer par l'échelon élu, par les différents services, peut-être le développement durable, le développement économique, l'ESS, l'économie circulaire, les achats. C'est lourd pour une petite structure. Je ne sais pas si c'est lourd, mais je pense qu'il y a quelques portes d'entrée à connaître, en tout cas sur la région métropolitaine. Cette stratégie d'influence de la métropole, ce tiers de confiance qu'est la métropole pour ses 131 communes et ses 11 territoires, me semble un lieu intéressant pour les startups pour être connus. Alors soit à travers grandpariscirculaire.org pour se faire référencer, se faire connaître, Carteco pour ce qui a trait à l'ESS, rejoindre le programme achat dont on vient de parler, participer au Grand Paris Circulaire, l'événement du mois de septembre ou octobre, enfin
en rentrée scolaire, qui a pris maintenant ses lettres de noblesse et ses habitudes sur Paris. Et là, on va le décentraliser sur le territoire métropolitain pour être au plus près des territoires et au plus près des initiatives. Et donc là, je crois que vous avez là une bonne plateforme de connaissances, de rayonnement au regard de ce qui nous anime et de ce que vous faites, chère Stéphanie. Excusez-moi, est-ce que l'UGAP est aussi quelque chose auquel vous faites appel? Alors, on va tenter également, puisque l'UGAP, alors c'est une grande dame. Après, on en pense ce qu'on a à en penser, et on voudrait que le signal économique qu'une métropole et que la commande publique, donc à l'échelle de la métropole, peut donner, soit un vecteur de changement et d'évolution des grandes maisons traditionnelles, qu'elles s'appellent UGAP ou autres. Et je me permets de compléter, comme on est à Vivatech, c'est le moment des grandes annonces et des breaking news, comme on dit en bon français. On est en collaboration avec l'UGAP pour sortir justement un module de formation, et avec la French Tech Grand Paris, un module de formation pour accompagner les startups à se faire référencer auprès de l'UGAP. On sait que c'est un des points de blocage et on y travaille. Est-ce que vous avez à votre tour des recommandations pour les collectivités pour les aider à collaborer avec les startups dans la façon dont elles régissent leur marché, plus généralement? Alors, je vais encore paraphraser Monsieur Lemoine. Hein. Donc, je pense qu'il a identifié un certain nombre des difficultés sur notamment la maturité des sociétés, des startups et le risque de leur durée de vie. Cependant, je pense qu'il y a quand même un petit peu de choses à prendre en dehors de nos frontières. Les collectivités pourraient, en tout cas, surtout les plus grandes, hein, je pense, ont peut-être la capacité d'aller voir ce qui se fait de bien dans d'autres pays européens, en tout cas, où, disons, la réglementation est assez similaire. Et moi, sur mon marché, en tout cas, je pense qu'on profite des aspects RGPD qui sont unifiés au niveau européen. Réglementation générale des données privées, qui sont en passe de devenir un standard mondial, à mon avis, mais qui en tout cas nous protège, nous, en tant que citoyens européens, bien plus que les Américains ou les Chinois, quoi. D'autres géographies, très bien, merci beaucoup. Vous avez, Monsieur Lemoine, émis des recommandations pour les startups, des conseils de mise en visibilité, etc. Est-ce que vous avez des préconisations, des recommandations à vos homologues maires pour la collaboration grand groupe startup en dehors de rejoindre le programme achat? D'abord, c'est de s'intéresser au sujet et de le démythifier. Voilà. Mais je pense que c'est là que la métropole a son rôle à jouer. C'est ce tiers de confiance et cette stratégie d'influence. Mais vraiment de s'y intéresser. Bon, c'est en train de venir. Sur l'économie sociale et solidaire, elle est installée dans nos paysages de collectivités, en tout cas, depuis plus longtemps. Pour les startups, eh bien, c'est en train de se faire. Et je pense que des initiatives comme celle-ci y concourent. Merci. Merci beaucoup. Ecoder, est-ce que vous avez des bons plans pour vos homologues start-up et ESS, où vous aimez rencontrer des collectivités, des salons en particulier, des formats où vous allez au contact d'élus et d'agents de collectivités? On en a cité un certain nombre il y a quelques minutes, et j'étais en train de me dire que comme je sais que cette conférence sera rediffusée, je pense que c'est les quelques minutes qu'on sera quelques-uns à regarder, enregistrer, noter. Parce qu'il y a un certain nombre de lieux de rencontres possibles. Il y a évidemment des grands salons comme celui-ci, il y a les salons des maires ou le salon des maires d'Île-de-France. Je dirais que la question, c'est aussi pour nous de savoir trouver peut-être le bon vocabulaire, la bonne pédagogie. Dans ces événements, on est tous extrêmement sollicités pour être capable de cibler le bon interlocuteur assez rapidement. Je pense que c'est là qu'un acteur comme la métropole a un rôle à jouer pour mettre en relation le bon acteur avec... ça sert à rien de parler une demi-heure de reconditionner à la personne qui est en charge, j'en sais rien, du programme scolaire ou de la gestion de des écoles. Enfin, je connais pas assez bien une commune pour vous dire ce que ça pourrait être.
Donc je pense que c'est là qu'on a besoin, on a dit plusieurs fois l'expression tiers de confiance, et on a besoin de ces tiers de confiance qui nous font confiance à nous, qui sommes des petites structures mais qui avons fait nos preuves, et qui savent qu'est-ce qu'il y a dans la tête de notre interlocuteur au moment où on se présente à lui, et comment est-ce qu'on peut dépasser ces premières minutes d'échange dans lesquelles parfois on ne comprend pas bien ce qui est en jeu, pour ensuite pouvoir s'apporter mutuellement tout ce qui est possible. Merci beaucoup pour ces précisions. Photonoware, est-ce que vous avez des recommandations, des bons plans pour les startups qui nous regardent sur où rencontrer les collectivités et comment les aborder? Comment vous faites, vous? Alors, je crois que ça a été évoqué, hein, les différents types d'acteurs dans les collectivités, que ce soit les élus ou bien les responsables techniques. Donc, il faut savoir effectivement leur parler de différentes manières. Je vais parler de mon expérience qui est le plus simple. Nous, on a eu la chance de rentrer, se mettre à parler à des collectivités en passant par le biais en fait, de leurs clients exploitants de centres de tri, d'incinérateurs ou de collecte. Et c'est souvent des prescripteurs du coup très puissants parce qu'ils ont déjà audité techniquement notre système. Même si il n'y a qu'une facette de la... ce n'est qu'une facette. Bon, ensuite, j'aurais un peu de... je veux dire, sans vouloir trop me mettre en avant, nous, on a très fortement profité de l'écosystème Paris Co par plusieurs types d'expérimentation et qui sourcent vraiment de manière très exhaustive tout ce qui se fait en termes d'innovation. Donc, c'est sûr que moi, je pourrais que conseiller aux startups de postuler aux différents programmes de Paris Co pour ce qui est de la région parisienne. Il y a d'autres types d'acteurs en région que je connais moins. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur le territoire de la métropole. Il y a la French Tech Grand Paris. On essaye d'accompagner les startups un petit peu en dehors du périphérique aussi. Mais bien noté pour l'appui par des écosystèmes d'accompagnement startup. Très bien, merci beaucoup. À vous trois, je vais peut-être conclure cette session en vous renvoyant vers le site villededemain.fr, qui est un site piloté par la French Tech Grand Paris et la métropole du Grand Paris, où vous pourrez retrouver les rediffusions de cette session, ainsi que des livrables issus de nos échanges. C'est un cycle de conférences et nous avons fait la conférence sur l'économie circulaire, sociale et solidaire, qui sera à destination à la fois des élus, et peut-être qu'on peut émettre le vœu que la métropole partage largement ses bonnes pratiques avec les élus et aux startups et aux acteurs de l'ESS. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à partager avec vos homologues les guides de bonnes pratiques qui seront formalisés par la French Tech Grand Paris. Un grand merci à vous tous. Et donc on peut contribuer à ces guides? Bien sûr. Un grand merci à vous pour votre participation, pour vos collaborations, et en vous souhaitant de futures collaborations fructueuses avec des collectivités, des startups et des ESS. Merci beaucoup. Merci beaucoup.